Je m'appelle Chloé Dupont. J'ai 29 ans. Et le jour où j'ai épousé l'amour de ma vie, Julien Leroy, j'ai découvert à quel point j'étais remplaçable aux yeux de ceux qui m'ont élevé. Les mariages sont censés être le jour où tout s'aligne enfin. La robe, les vœux, le DJ hors de prix qui insiste pour dire qu'il fait aussi des remixes. J'avais prévu d'être nerveuse, de verser peut-être quelques larmes de joie. Ce que je n'avais pas prévu, c'était ces 5 chaises vides qui me fixaient comme des accusations. C'était un après-midi de mai parfait à Lyon. Le rooftop baignait dans la lumière dorée de fin de journée, digne d'une scène de film. Mon voile s'est soulevé doucement avec le vent quand la musique a commencé. J'aurais dû me concentrer sur Julien qui m'attendait à l'hôtel. Au lieu de ça, mon regard est resté bloqué sur le premier rang. 5 chaises blanches immaculées, 5 petits marque-places dorés, maman, papa, Camille, Antoine, Maxime. Vide. J'avais réservé leur repas, payé leur chambre d'hôtel, confirmé leur présence 3 fois de suite. Ma mère m'avait envoyé des émojis cœur pour me parler de sa robe la semaine précédente. Et là, plus rien. Aucun message pour un train en retard. Aucun désolé, on est bloqué dans les bouchons. Aucune explication d'urgence. Juste un silence si lourd qu'il en devenait physique. Je n'arrêtais pas de me dire qu'il devait y avoir une raison. Peut-être que le genou de papa le faisait encore souffrir. Peut-être que la famille du fiancé de ma petite sœur Camille avait causé un problème d'emploi du temps. Peut-être que Maxime, mon meilleur ami depuis le CM2, traversait une crise. Mais alors que la musique s'intensifiait et que je commençais à avancer vers Julien, la vérité s'est abattue sur moi comme une chape de plomb. Il ne viendrait pas. J'ai forcé mon visage à afficher quelque chose qui ressemblait à de la joie. Le regard de Julien s'est adouci en me voyant, et pendant une seconde, j'ai presque oublié l'existence de ce premier rang. Presque. Nous avons échangé nos vœux. Ma voix a à peine tremblé. J'ai ri quand il le fallait. Je l'ai embrassé quand l'officier d'état civil nous y a invités. Tout le monde a applaudi. Les parents de Julien pleuraient à chaudes larmes. Sa mère m'a serré si fort dans ses bras après la cérémonie que j'ai cru qu'elle sentirait à quel point j'étais vide sous ma robe en dentelle. Lors de la réception, j'ai fait illusion. J'ai souri pour les photos. J'ai trinqué. J'ai remercié les invités. J'ai ri quand quelqu'un a fait une blague sur les futurs enfants. Mais toutes les 10 minutes, je regardais mon téléphone. Toujours rien. Pas d'excuses, pas de justification, pas même un mensonge. Julien l'a remarqué. Toujours rien, a-t-il demandé doucement pendant que nous coupions la pièce montée. J'ai secoué la tête. Plus tard, nous nous sommes éclipsés dans un coin du rooftop pour manger des mini-burgers en silence, en regardant les lumières de Lyon. Je suis là, a-t-il dit tendrement. J'ai hoché la tête. Je sais, et je le pensais vraiment. Mais ces chaises vides avaient déjà marqué mon âme au fer rouge. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés dans notre suite d'hôtel, entourés de nos tenues de cérémonie froissées et de restes de gâteaux. Je me suis assise au bord du lit en faisant défiler l'écran de mon téléphone. Puis, enfin, un message de maman est apparu. J'espère que le mariage était beau, ma chérie. Il faut qu'on parle quand tu auras un moment. C'était tout. Aucune excuse, aucune reconnaissance du fait qu'elle avait raté le mariage de sa fille unique. J'ai répondu par un seul mot. Pourquoi? Quelques minutes plus tard, papa a envoyé un texto. C'est compliqué, Chloé. La famille du fiancé de Camille est arrivée de Londres. On ne pouvait pas être à 2 endroits en même temps. J'espère que tu comprends. J'espère que tu comprends. Julien a lu le message par-dessus mon épaule. Ils ont raté ton mariage, a-t-il dit lentement. Pour une fête de fiançailles? Pas une urgence médicale. Pas un enterrement. Une fête de fiançailles que Camille a programmée 3 semaines après l'envoi de nos faire-part. Après avoir déjà confirmé leur présence, oui. Je n'ai pas répondu, car si je l'avais fait, j'aurais tout réduit en cendres. Nous sommes partis en lune de miel aux Seychelles le lendemain. Sable blanc, eau turquoise, cocktail hors de prix. Et je traînais leurs messages comme du sable coincé dans mes chaussures. À chaque promenade sur la plage, à chaque coucher de soleil, à chaque baiser. On ne pouvait pas être à 2 endroits en même temps. Comme s'ils y avaient été forcés. Comme s'ils avaient hésité. Ce n'était pas le cas.
Camille a toujours été l'enfant prodige, le bébé miracle, l'enfant de la seconde chance après que mes parents eurent compris comment éduquer un gamin. J'étais le coup d'essai. Celle qui tondait la pelouse pendant qu'elle prenait des cours de danse. Celle qui utilisait des manuels scolaires d'occasion pendant qu'elle recevait le dernier iPhone. L'année de ses 16 ans, elle a eu un poney. Un poney. Cette même année, maman m'avait dit qu'on n'avait pas les moyens de m'acheter un gâteau d'anniversaire. Et là, il l'avait encore choisi. Mais il y avait quelque chose de calculé dans ce silence, comme s'il n'était pas simplement absent. Ils étaient en train de réécrire l'histoire. 2 semaines après notre retour, j'ai appelé ma cousine Léa. Elle a hésité avant de parler. Chloé, ils n'ont jamais eu l'intention de venir. Mon estomac s'est noué. Comment ça? À la fête de Camille, a-t-elle dit doucement. Ils ont raconté à tout le monde que tu avais programmé ton mariage pour faire de l'ombre à ses fiançailles. Je me suis figé. C'est un mensonge. Je sais, a-t-elle répondu. Mais ils disent partout que tu as changé la date par jalousie. Jalouse de quoi? De son fiancé qui se prétendait investisseur sans jamais expliquer dans quel domaine? Puis Léa a ajouté quelque chose qui a fait encore plus mal. Maxime a raconté que tu ne voulais plus de lui comme témoin, ni même comme meilleur ami. Que tu avais pris tes distances. Celle-là m'a poignardé en plein cœur. Maxime savait tout de moi. Mes moindres complexes, mes moindres rêves. Il ne m'avait même pas envoyé de texto le jour de mon mariage. Julien est entré avec 2 cafés. Il n'a pas demandé de détails. Il m'en a juste tendu un et a embrassé mon front. Tu n'as pas besoin d'eux, a-t-il dit doucement. Peut-être que non. Mais il ne s'agissait plus seulement d'une absence. C'était une manipulation de la vérité. Et je commençais à réaliser que le pire était à venir. Les Seychelles auraient dû effacer tout ça. C'est à ça que servent les lunes de miel. À rincer le stress, les préparatifs, la tension. Julien et moi avions marché pieds nus le long du rivage, les mains entrelacées, les vagues recouvrant nos pieds. Mais à chaque fois que mon téléphone vibrait, ma poitrine se serrait. Je me repassais la scène en boucle. On ne pouvait pas être à 2 endroits en même temps. Ils n'avaient pas été tiraillés. Ils avaient choisi. Et ils s'étaient assurés que tout le monde croit que c'était de ma faute. Quand nous sommes rentrés à Lyon, décalqués par le jet lag et couverts de coups de soleil, j'ai rappelé Léa. Raconte-moi tout, ai-je exigé. Elle a soupiré. À la fête de fiançailles, tante Sophie a demandé où tu étais. Ta mère a ri et a dit, oh, Chloé a décalé la date de son mariage parce qu'elle ne supportait pas de ne pas être le centre de l'attention. Ma vision s'est troublée. J'avais choisi cette date il y a 6 mois. Je sais. J'ai vu les faire-part, a dit Léa. Mais ils ont raconté que tu avais tout reprogrammé par jalousie. Et Maxime, ma voix est sortie beaucoup plus faible que je ne le voulais. Il a dit à quelques personnes que tu l'avais remplacé par un des collègues de Julien. Qu'il disait que tu ne lui faisais pas confiance pour soutenir ton mariage. Celle-là m'a fait l'effet d'un coup de poing. Maxime faisait partie de ma vie depuis le collège. Un jour, il avait frappé un garçon parce qu'il m'avait traité de fille à problème. Il était resté éveillé toute la nuit avec moi quand Julien et moi nous étions brièvement séparés il y a 2 ans. Et maintenant, il me faisait le coup du fantôme. Julien était assis en face de moi à la table de la cuisine, observant mon visage se décomposer pendant que Léa parlait. Quand j'ai raccroché, il a tendu le bras et a entrelacé ses doigts aux miens. Raconte-moi, a-t-il dit, alors je l'ai fait. Je m'attendais à ce qu'il se mette en colère. Au lieu de ça, il est resté calme. Il protège un scénario, a-t-il dit, pas la vérité. 2 soirs plus tard, Léa est passée avec une bouteille de Bordeaux et a posé quelque chose sur notre table entre 2 bouchées de pain à l'ail. Chloé, je crois qu'il faut que tu vois ça. C'était une photo de la fête de fiançailles de Camille. Elle se tenait au centre de l'attention, une flûte de champagne levée, des guirlandes lumineuses brillant derrière elle. Mais je n'ai pas prêté attention aux lumières. J'ai remarqué le collier, un délicat rang de perles vintage avec un petit saphir serti au centre. Le collier de mariage de ma grand-mère. J'ai cligné des yeux avec insistance. C'est impossible, ai-je chuchoté. Mamie m'avait légué ce collier. C'était écrit dans son testament.
Je me souvenais très bien de la phrase « à ma petite fille Chloé », avec tout mon amour et ma confiance. Après le décès de mamie, maman m'avait dit qu'il était irréparable, que le fermoir était cassé et que les perles s'étaient détachées. Je fixais l'écran. C'est l'original, a dit doucement Léa. J'ai vérifié sur d'anciennes photos. Ce n'est pas une réplique. Mon estomac s'est retourné. Ce collier n'était pas qu'un simple bijou. Mamie l'avait porté le jour de son mariage et pour ses 40 ans de mariage. Le dernier Noël avant sa disparition, elle l'avait attaché autour de son propre cou et m'avait dit « Certaines choses dans la vie ont une place bien précise qui leur est destinée. » Et maintenant, il pendait au cou de Camille, à la fête organisée pour éclipser mon mariage. C'est intentionnel, a dit calmement Julien. Il n'avait pas tort. Ce n'était plus de la mesquinerie. C'était chirurgical. Une semaine plus tard, Léa a de nouveau appelé. J'ai trouvé quelque chose dans les papiers de succession de mamie, a-t-elle dit. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Un avenant, écrit à la main. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé bruyamment le sol. Lis-le. Elle te laisse le collier, Chloé, mais elle a ajouté une ligne. Camille pourra l'emprunter pour sa fête de fiançailles, uniquement avec l'autorisation de Chloé. Le silence a envahi ma poitrine. Elle l'a emprunté, a poursuivi Léa. Elle n'en a jamais été propriétaire. Et maman ne m'a jamais dit cette partie-là, ai chuchoté. Non. Léa m'a envoyé le document par email. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. L'écriture cursive inimitable de mamie remplissait la page. Mon nom, le nom de Camille, la condition on peut l'emprunter avec l'accord de Chloé. Il ne l'avait pas juste pris. Il l'avait pris en sachant qu'il ne leur appartenait pas. J'ai refermé lentement mon ordinateur portable. Julien s'est adossé au plan de travail de la cuisine, en m'observant. « Tu fais ton truc silencieux », a-t-il dit. « Quel truc silencieux ? Celui où tu arrêtes de réagir pour commencer à élaborer un plan. » Je n'ai pas nié. Je n'ai pas explosé de colère. Je n'ai pas incendié la discussion de groupe de la famille. Je n'ai pas affiché les preuves sur Internet. Au lieu de ça, j'ai commencé à tout rassembler. Les messages vocaux, les textos, les captures d'écran. Maman disant à la famille qu'on avait fait une cérémonie intime et qu'on les avait exclus. Camille commentant notre photo de mariage, tellement heureuse pour vous. J'aurais aimé qu'on soit là, comme si elle avait raté ça à cause des bouchons. Le timide j'espère que tu vas bien de Maxime après 9 mois de silence. J'ai tout sauvegardé. Ensuite, je me suis plongé à corps perdu dans le travail. Julien et moi avons déménagé à Bordeaux pour une nouvelle opportunité professionnelle. Nouvelle ville. Pas de fantômes. J'ai rénové et revendu mon premier bien immobilier, puis un autre. En l'espace de 18 mois, je dirigeais ma propre équipe et je négociais des contrats d'investissement en parallèle. Julien a lancé une nouvelle branche de son cabinet de conseil et a doublé sa clientèle. Nous étions en train de construire quelque chose de solide. Pendant ce temps, les cartes de vœux de mes parents continuaient d'arriver. Avec tout notre amour, signé comme si rien ne s'était brisé. Puis l'invitation est arrivée. Un papier cartonné épais, des bords dorés à la feuille d'or, une photo de vignoble. Veuillez vous joindre à nous en Provence pour un week-end de célébration. Le mariage de Camille. Julien tenait l'enveloppe entre deux doigts. Tu crois que c'est un appât, a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai rangé l'invitation dans un nouveau dossier sur le bureau de mon ordinateur. Je l'ai intitulé « Au cas où il continue de pousser le bouchon ». Parce que j'en avais fini de les laisser réécrire mon histoire, et que je voulais récupérer le collier. Je veux le récupérer, ai-je dit. Julien n'a pas demandé de quoi je parlais. Le collier, a-t-il répondu calmement. J'ai hoché la tête. Et s'il refuse, a-t-il demandé. J'ai soutenu son regard. Alors j'arrêterai d'être silencieuse. Nous avons rencontré un avocat la semaine suivante. Il s'appelait Maître Laurent Mercier. La cinquantaine, calme, avec le genre d'expression faciale qui ne changeait jamais, peu importe le chaos que vous lui décriviez. Je lui ai tout remis. Le testament de mamie. L'avenant manuscrit, la photo de la fête de fiançailles, les captures d'écran des textos, les confirmations de présence à notre mariage prouvant que notre date avait été fixée en premier.
Il a survolé les documents, tourné les pages, hoché la tête une fois. Elle ne possède pas légalement ce collier, a-t-il affirmé. Il a été prêté sous une condition qui n'a pas été remplie. Et s'ils ignorent notre demande, a demandé Julien. Laurent s'est légèrement penché en arrière. Alors nous passerons à la vitesse supérieure, mais le timing est crucial. J'ai senti quelque chose de solide s'installer dans ma poitrine. Le timing. 3 semaines plus tard, j'ai appris que le week-end du mariage de Camille était définitivement validé. Un domaine viticole dans le Luberon, des influenceurs sur la liste des invités, un groupe de jazz en live, un mur de fleurs, un programme complet sur tout le week-end. Parfait. Nous n'avons pas répondu à l'invitation. Nous n'avons pas décliné. Nous l'avons totalement ignoré. Au lieu de ça, Julien et moi avons réservé un week-end d'anniversaire à Aix-en-Provence, par un heureux hasard situé à quelques kilomètres de là en voiture. Les coïncidences sont des armes redoutables. La lettre de mise en demeure a été rédigée avec soin. Pas de colère, pas d'accusation, juste des faits. Le collier a été légué à Chloé Dupont. Camille Dupont a été autorisée à l'emprunter, uniquement avec l'accord écrit de Chloé. Aucun accord de ce type n'a été accordé. Restitution immédiate exigée sous 24 heures afin d'éviter des poursuites civiles. Laurent a suggéré de la faire livrer au coordinateur du lieu de réception. Julien a suggéré de mettre le cabinet juridique du domaine en copie. J'ai suggéré un ajout supplémentaire. En copie, le service juridique du lieu, ai-je dit, et la sécurité. Laurent s'est autorisé un très léger sourire. Le samedi matin dans le Luberon était d'une beauté presque insolente. 25 degrés, un ciel dégagé, cette brise dorée du sud de la France qui donne un air luxueux à tout ce qu'elle touche. Julien et moi étions assis à la terrasse d'un café tranquille à Aix-en-Provence, lunettes de soleil sur le nez, faisant semblant de débattre sur des pâtisseries. Mon téléphone a vibré. Laurent, lettre livrée, remise en main propre au coordinateur de l'événement. J'ai pris une gorgée de café. Tu crois qu'elle l'a déjà ouverte, a demandé Julien d'un ton désinvolte. Probablement pendant qu'elle se fait maquiller, ai-je répondu. À 14h14, mon téléphone a vibré à nouveau. Léa, ça y est. Mon pouls ne s'est pas emballé. Des détails, ai-je répondu par texto. Elle a préféré m'appeler. Elle l'a ouverte en pleine mise en beauté, a chuchoté Léa comme si elle commentait une scène de crime. Elle pensait que c'était un cadeau. Et elle a hurlé. Apparemment, Camille était assise dans un peignoir en velours pendant qu'une maquilleuse estompait son fond de teint. Elle a ouvert l'enveloppe en s'attendant à quelque chose de sentimental. Au lieu de ça, elle a trouvé une mise en demeure certifiée avec son nom complet en gras tout en haut. Léa m'a décrit la scène comme une émission de télé-réalité en avance rapide. Elle a accusé tante Marie de lui avoir tendu un piège. Ensuite, elle s'est mise à hurler sur ta mère, tu m'avais dit qu'elle s'en fichait. Toute la pièce s'est figée. Le photographe, les demoiselles d'honneur, le coiffeur, tous étaient témoins. Elle a arraché le collier, a continué Léa. Elle l'a tiré d'un coup sec. Ça a claqué contre sa peau. Mon estomac s'est tordu, non pas par culpabilité, mais face à une telle prévisibilité. Elle l'a jeté sur la table. Une des perles a roulé sur le sol. J'ai fermé les yeux un instant. Quelqu'un a filmé la scène, a ajouté Léa. Bien sûr qu'il l'avait fait. Le wedding plané a demandé une pause. Le groupe de jazz continuait de jouer comme si de rien n'était. Julien a fait délicatement teinter sa tasse de café contre la mienne. Au bon timing, a-t-il murmuré. Dans la soirée, les choses ont encore empiré. Laurent avait accidentellement glissé une information à un journaliste local concernant un conflit autour d'un héritage familial venant perturber une cérémonie dans un vignoble. Aucun nom n'était cité, juste assez pour piquer la curiosité. En quelques heures, les invités ont commencé à faire le lien. La story Instagram de Camille, supprimée depuis, la montrait marchant vers l'hôtel sans le collier, le cou nu, affichant un sourire crispé. La belle famille était furieuse. Apparemment, sa nouvelle belle-mère a demandé à voix haute « Pourquoi y a-t-il un litige juridique le jour du mariage de mon fils ?» Camille s'est quand même mariée, mais la magie n'y était plus. Et le collier a été discrètement retourné le lendemain matin au cabinet de Laurent. Pas d'excuses, juste un email de son organisateur de mariage, nous accédons à la requête. Merci d'accuser réception.
Laurent a confirmé. Je n'ai répondu à personne. Maxime m'a envoyé un texto ce soir-là, c'était vraiment nécessaire, Chloé? J'ai fixé l'écran. Puis j'ai transféré le message à Léa avec un seul mot, prévisible. Julien et moi nous sommes promenés dans le centre historique d'Aix ce soir-là, main dans la main. Ça va? A-t-il demandé doucement. J'ai pensé à ces 2 années de silence, aux mensonges, aux chaises vides. Oui, ai-je dit honnêtement, pour la première fois depuis longtemps. Mais je savais que quelque chose d'autre se préparait. Car les gens qui perdent le contrôle de la version des faits capitulent rarement en silence. Les retombées n'ont pas commencé avec fracas. Ça a débuté par des chuchotements, des captures d'écran d'amis communs, des commentaires sur Facebook, des publications soigneusement formulées sur des malentendus familiaux. Camille m'a traité de fille rancunière. Ma mère a dit aux proches que ce n'était qu'une confusion dans les dates. Maxime a posté une photo où il serrait Camille dans ses bras lors de la réception avec la légende « La famille n'est pas parfaite, mais l'amour triomphe toujours ». L'amour. Un mot bien curieux de la part de personnes qui avaient séché mon mariage et menti à ce sujet pendant 2 ans. Julien et moi sommes restés silencieux. Nous ne nous sommes pas défendus. Nous n'avons rien clarifié. Le collier, reposant désormais dans une petite vitrine en verre dans notre bureau à la maison, s'exprimait très bien à notre place. 4 jours après le mariage de Camille, mon téléphone s'est allumé. « Maman, il faut qu'on parle. » Tout ça prend des proportions démesurées. Je n'ai pas répondu. Un autre message. « Tu as toujours été plus susceptible que ta sœur. Ce n'est pas sain. » Julien a littéralement éclaté de rire quand j'ai lu celui-ci à voix haute. Elle n'est pas venue à ton mariage, elle a volé ton héritage, elle a publiquement menti sur ton compte, a-t-il dit. Et c'est toi qui es susceptible. Cette nuit-là, les appels ont commencé. 7, puis 11, puis 20. À 1h13 du matin, maman a laissé un message vocal. Sa voix semblait fatiguée, plus tranchante que d'habitude. Chloé, tu es en train de détruire cette famille pour une histoire de collier, pour une seule journée. On a fait un choix, oui, mais ce n'était pas pour te blesser. Tu aurais simplement dû nous en parler. Je l'ai écouté 2 fois, puis je l'ai sauvegardé, parce qu'à présent, je conservais tout. 2 jours plus tard, on a frappé à notre porte à Bordeaux. Julien était en rendez-vous client. J'ai regardé par le Judas. Papa, pantalon beige, coupe-vent, et cette même lotion après rasage que j'avais sentie durant toute mon enfance. J'ai entrouvert la porte. « Salut, ma grande », a-t-il dit, en souriant comme s'il venait m'apporter des biscuits. Le silence s'est étiré entre nous. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être discuter, a-t-il continué. Laissez-le passer derrière nous. Tu parles de la partie où vous avez choisi Camille au lieu de moi, ai-je demandé calmement. Son sourire a vacillé. Ce n'est pas juste. Ou la partie où tu as aidé à donner le collier de mamie et raconté à tout le monde que j'étais jalouse et instable. Sa mâchoire s'est contractée. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Il a déplacé le poids de son corps d'une jambe sur l'autre, a regardé par-dessus mon épaule à l'intérieur de la maison, comme s'il s'attendait à voir apparaître Julien. Ta mère et moi voulons juste que la famille soit de nouveau réunie, a-t-il fini par dire. On ne rajeunit pas. J'ai soutenu son regard. Je crois que tu veux surtout dire que vous ne recevez plus aucune invitation. Il a cligné des yeux. Vous voulez faire marche arrière maintenant que les photos de mariage sont gâchées et que la belle famille est morte de honte, ai-je dit d'une voix égale. Mais c'est vous qui avez fermé la porte en premier. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pendant une seconde, j'ai presque ressenti quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Et puis je me suis souvenu des 5 chaises vides. J'ai fermé la porte, sans la claquer, je l'ai juste fermée, et quelque chose à l'intérieur de moi s'est enfin apaisé. 6 mois plus tard, Julien a reçu une offre de mutation. Biarritz, un poste plus important, un meilleur salaire, et la création d'un nouveau département en partant de zéro. Il m'a regardé attentivement quand il me l'a annoncé. Une nouvelle côte, a-t-il dit. On fait table rase. Je n'ai pas hésité. Nous avons fait nos cartons au printemps. 2 camions de déménagement, 0 regret. Biarritz nous a paru différente dès notre arrivée. De la brume le matin, un soleil radieux à midi. Une ville qui ignorait tout de mon histoire.
Nous avons trouvé une maison à 2 étages près de la côte basque, avec de grandes baies vitrées et un minuscule balcon qui donnait sur une rangée de maisons aux couleurs pastel. Le collier a fait le voyage avec nous. Nous l'avons gardé dans une vitrine sur mesure comme Julien le souhaitait, non pas comme un trophée, mais comme un rappel. Il ne s'agit pas des perles, a-t-il dit un soir pendant que j'ajustais l'éclairage de la vitrine. Je sais, ai-je répondu. Il s'agit du principe, et il a hoché la tête. Parce qu'il comprenait. Camille a disparu des réseaux sociaux pendant un moment. Quand elle a refait surface, les légendes de ses photos avaient changé. Moins de joie artificielle, plus de citations vagues sur le développement personnel et l'alignement de soi. Léa m'a raconté plus tard que son mariage battait déjà de l'aile. Traduction, ce n'était pas le conte de fées qu'elle avait mis en scène. Maxime ne m'a plus jamais contacté, pas même pour mon anniversaire. J'ai arrêté de l'attendre. Certaines personnes confondent proximité et loyauté. Ce n'est plus mon cas. Quant à mes parents, rien. Pas de carte, pas de nouvelles, aucune autre tentative après cette unique visite. Au début, ce silence m'a semblé étrange. Puis, il est devenu apaisant. Pour notre premier anniversaire à Biarritz, Julien a réservé un restaurant panoramique surplombant l'océan, avec de douces guirlandes lumineuses, des tables éclairées à la bougie, et un vent qui portait un léger parfum de sel et de pain maritime. J'ai porté une simple robe noire et le collier. Pas pour son histoire, mais parce qu'il épousait magnifiquement la ligne de mes clavicules. Un jeune serveur nous a souri avec un peu de nervosité. « Votre première année ensemble ?» a-t-il demandé. Julien a souri à pleines dents. « Notre première année de liberté ?» a-t-il corrigé doucement. Le serveur a cligné des yeux, puis a affiché un sourire encore plus grand. C'est de loin la meilleure. Il n'avait pas tort. 1 an plus tard, même table, même restaurant. Au beau milieu du dessert, mon téléphone a vibré. Numéro masqué. Puis encore une fois, puis la notification d'un message vocal. Et enfin, un texto. Chloé, c'est maman. S'il te plaît, appelle-moi. C'est important. Julien a jeté un œil à l'écran. Ça va, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Mieux que jamais. Plus tard dans la soirée, sur notre balcon, j'ai écouté le message vocal. Ton père ne va pas très bien, disait maman. Je me suis dit que tu voudrais peut-être le savoir. Peut-être qu'on pourrait discuter. La pause dans sa voix semblait répéter à l'avance. Je l'ai supprimé. Ensuite, j'ai ouvert mon tiroir. À l'intérieur se trouvaient 2 choses. Le faire-part de mariage de Camille, épais, au bord doré, dénué de tout sens, et l'écrin du collier. L'un dont ils avaient essayé de m'effacer. L'autre qu'ils avaient essayé de voler. J'ai tenu le collier dans ma main pendant un instant, j'en ai soupesé le poids. Puis je l'ai reposé délicatement, j'ai fermé le tiroir, je l'ai verrouillé à clé, et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti abandonné. J'ai eu le sentiment d'en avoir définitivement terminé.